Bonjour, vous voyez un petit panneau Tistria, mais Tistria, ça n'est pas moi. Tistria, c'est principalement Anthony Chen et c'est lui que j'interviewe aujourd'hui. Anthony, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que c'est vrai que il y a plein de gens qui se posent des questions. C'est génial. Tout le monde trouve ça génial, Tistria. Personne ne sait trop ce qu'il y a derrière. On a l'impression que vous êtes une équipe de 40. C'est pas vrai. Je crois que vous êtes deux. Oui, Ouais. deux, oui, voilà. Et ben, on va essayer d'en savoir plus. Si tu devais me décrire. On va parler d'Anthony après, mais d'abord, peut-être me parler de Tistria. D'où vient l'idée? Ça veut dire quoi déjà? C'est la première question qu'on se pose. Alors, Tistria, ça fait référence aux étoiles de Sirius chez les Perses, dans la mythologie perse. Voilà. Voilà. Je voulais appeler le truc Sirius Production à la base. J'avais déjà fait le logo et tout, mais en fait, c'était déjà pris. Et donc, j'ai jamais pu l'avoir. Donc, un jour, par hasard, je suis tombé sur Tistria et je me suis dit, bah, c'est pas pris, quoi. Voilà. D'accord, cool. L'étoile de Sirius, c'est une des premières qu'on retrouve dans les premières grottes. Ouais, c'est ça qui m'avait marqué, ouais, avec Sirius. Ouais, on se demande comment ils avaient fait pour aller la voir. Et Belle aventure. voilà. Anthony n'a pas toujours été producteur ou fait des productions. Qu'est-ce que tu as fait D'où vient l'histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, avant, j'ai fait une école de gestion, classe prépa, école de gestion, beaucoup d'économie, beaucoup de philosophie, ensuite beaucoup de finance, de marché, finance d'entreprise, management. Voilà. Et à peu près vers les 24 ans, quand j'avais quasiment fini mes études, je me suis dit non, je ne peux pas faire là-dedans parce que ça ne me plaît pas trop. Et je vais plutôt faire dans la réalisation vidéo, en fait. Voilà. Et je connaissais personne là-dedans, mais je me suis dit, je vais me réorienter. Et ça m'a pris 2-3 ans pour me réorienter. Anthony, je crois que tu as travaillé pour des chaînes publiques, non? Oui, alors j'ai fait 2-3 expériences sur Paris. J'ai fait une expérience chez Canal+, au service Internet. On faisait des petites vidéos en backstage, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai fait dans un grand groupe, j'ai fait chez SNCF au service communication interne. Alors pareil, j'en ai tourné des trucs un peu partout en France, avec des trains, des machins comme ça. En agence média, des agences un peu de communication, quoi. Et ensuite, je me suis mis en indépendant, en fait. Voilà, c'est-à-dire en freelance. En vrai freelance, ouais, effectivement. Voilà, donc à 27, 28 ans, je me suis mis en freelance. Super. Une question assez classique aussi, c'est pourquoi tu t'es lancé dans des reportages sur la spiritualité en général et pas sur les esprits de la nature? Enfin, j'en sais rien sur la nature, parce que tu fais des très belles images avec des drones maintenant autour de la nature, mais tu t'es lancé autour de ce domaine où il n'y a pas grand monde, c'est vrai, mais en fait, ton histoire personnelle t'amenait pas directement à ça. Non, non, pas du tout. À la base, je faisais beaucoup de vidéos. J'avais une autre chaîne YouTube avant de faire ça qui était dans l'économie, en fait. La finance, l'économie, qui expliquait la crise financière, des trucs comme ça à l'époque. Et j'ai interviewé pas mal de gens, d'économistes, d'hommes politiques, ça marchait assez bien. Mais j'ai vite fait le tour du truc, en fait. En un an, à peu près, j'ai fait le tour. Parce que c'était toujours les mêmes réponses et il y a un truc qui clochait, en fait. Je me disais, il y a un truc qui cadre pas, en fait. Si le monde est comme on nous dit qu'il est, ça devrait déjà s'écrouler, en fait. Il y a quelque chose qui tient pas. Et j'étais un peu déprimé par tout ça, en fait. Et c'est dans ce contexte que j'ai commencé à avoir des sujets sur les expériences de mort imminente, sur les pyramides, la révélation des pyramides, ce genre de choses. Et c'est venu en l'espace de 6 mois à peu près. Au début, c'est venu assez doucement. Je m'intéressais à ça un peu comme un hobby, en fait. J'écoutais ça un peu de temps en temps. Et après, petit à petit, en fait, ça c'est vraiment, en moi, il y a vraiment une prise de conscience qu'il y avait quelque chose au-delà des 5 sens, en fait. C'est comme ça que c'est venu, en fait. En fait, tout de suite, j'ai eu l'intuition de me dire, en fait, au-delà de nos 5 sens, il y a une autre réalité, en fait. Voilà. La réalité ne se limite pas à ce qu'on peut expérimenter avec les 5 sens, il y a autre chose au-delà. Il y a des fréquences de réalité différentes, en fait, et on perçoit qu'une partie infime de la réalité. Et il y a autre chose. Voilà. D'accord. Et tu as réalisé des interviews, effectivement, sur la conscience, sur des phénomènes étranges, effectivement, dans tes interviews, il y a quelques voyants, etc. Tiens, de manière générale, comment tu sélectionnes un peu tous ces gens que tu interviews? Depuis le début, ça s'est fait au petit bonheur la chance, c'est-à-dire des gens qu'on trouvait intéressants. Au début, j'en avais fait 2-3 tout seul. Après, avec Xavier, on en a fait aussi quelques-unes.
Et c'était soit lui, soit moi, on trouvait des gens, on disait, bah, il y a lui ou elle qui est intéressant, un livre qui a été lu, un truc comme ça, et puis on allait l'interviewer en fait. C'était assez simple. Et moi, je pensais au début qu'on allait un peu vite épuiser le truc un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on allait en faire comme j'avais fait dans l'économie avant avec des économistes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait 10, bon, bah, on finit par tourner en rond, on parle toujours de la même chose et puis on ne sait plus quoi dire. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est fait avec Tistria, c'est que j'en trouve de plus en plus, quoi. Et Xavier aussi, d'ailleurs. On a beaucoup trop d'intervenants de qualité qu'on voudrait interviewer que de temps, quoi. Que de moyens et que de temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Oui, parce qu'il faut préciser ça, et je tiens à le préciser à ceux qui nous écoutent, t'es auto-budgété, j'allais dire. Hein. Il y a des dons qui sont faits sur le site, mais c'est... On peut acheter quelques vidéos, mais... ça s'est fait comme ça en gratuit, parce qu'à la base, j'avais fait le premier sujet au-delà de notre revue. C'était un sujet sur les expériences de mort imminente et les médiums. Le tout premier. Ouais. Et en fait, avec un autre type à l'époque, on l'avait fait ensemble. On avait essayé de le vendre à des distributeurs sur Paris, mais c'était vraiment, c'était n'importe quoi en fait. Ça prenait plein de temps, c'était compliqué. Et puis moi, j'ai pas l'âme commerciale en fait. J'arrive pas à vendre des projets en fait. Ça m'ennuie profondément de devoir vendre des projets à des gens pour obtenir des financements. Donc on s'est dit bon, on va le mettre sur YouTube, quoi. C'était un peu une forme, pas d'échec, mais de dire bon, on sait pas quoi en faire, on le met gratuitement. C'est pas un échec quand on fait des millions de vues, moi je dirais. Oui, mais sauf que là, on a mis beaucoup de temps avec le premier à faire. À atteindre 20 000 vues, on a dû mettre 5 mois, je crois. Enfin, personne ne regardait. Après, il a explosé. Tu as d'autres reportages comme voilà, La puissance de l'attention, on doit en être à 3,5 millions ou quelque chose du genre. Voilà. Ça s'est fait après, quoi. Ça a mis 1 an et demi à démarrer, quoi, vraiment. Ouais, parce qu'effectivement, ce que j'aime chez toi, Anthony, c'est ton humilité. C'est-à-dire, vraiment, il laisse les choses se faire naturellement. Et c'est vrai que ça, c'est cool dans un premier temps. Mais effectivement, Anthony est en train de grandir. Donc, je pense que on va voir dans l'avenir, mais besoin d'aide, un peu d'assistance. Et puis, peut-être que quelqu'un s'occupe de la partie marketing, de la partie suivi derrière. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est pas de l'humilité, c'est voir les choses comme elles sont, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait les choses comme ça au début. Maintenant, c'est un peu plus construit et les budgets commencent à monter un peu, mais en fait, on est vite bloqué parce que il faudrait qu'on puisse payer des gens en fait pour grossir. Et le truc, c'est qu'on n'a pas les moyens en fait. On n'a pas les moyens parce que ça coûte cher de payer quelqu'un, parce qu'il y a des charges, il faut monter des structures. Je suis allé voir des gens dans ce domaine un peu compétents et c'est bon, voilà quoi, il y a des budgets qu'on n'a pas. Et le truc des dons, c'est que c'est bien, mais qu'il n'y a aucune visibilité en fait sur les dons. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dons, on ne sait pas le lendemain si on aura des dons, combien, le mois prochain. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce que comment vous voulez payer quelqu'un comme ça? Donc voilà, on atteint un peu certains problèmes, problèmes de croissance. On atteint les limites. Allez, parfois je dis c'est des problèmes de gens qui n'ont pas de problème. Ça veut dire que ça marche tellement bien que tu es bloqué par le fait que ça marche bien. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on apprend en école de gestion, c'est qu'on a beaucoup plus de problèmes en phase de croissance dans une entreprise que en phase de décroissance ou quand ça va mal. Parce qu'en phase de croissance, c'est là qu'il y a tous les problèmes qui surgissent, quoi. Faut faire augmenter. Il y a tout à changer en fait. En tout cas, tu es prêt à travailler avec un producteur, une production différente qui viendrait t'aider ou pas? Ouais, pourquoi pas. Bah, déjà, ça ne s'est pas présenté. Mais pourquoi pas. Après, ce qu'il faudrait juste, c'est nous laisser faire les sujets, quoi. Parce que le problème, c'est que quand... La liberté. Pour le moment, c'est pas arrivé, donc on n'a pas eu ce problème. Mais s'il y a des gens qui arrivent et qui mettent de l'argent, voire beaucoup d'argent dans un truc, il faut quand même qu'on puisse... Moi, par exemple, là, les sujets que je fais en ce moment, il y a quand même des choses à sentir un peu à l'intuition, au feeling, quoi. C'est-à-dire que pourquoi je fais tel intervenant, pourquoi on parle de telle chose, je ne sais pas sur le coup, mais on sent qu'il faut faire ça, on le fait. Donc, s'il y a des gens qui arrivent et qui disent non, mais fais ça parce que ça, les gens ne vont pas comprendre, les gens ne vont pas truc, j'ai même pas les capacités de pouvoir expliquer à cette personne, de lui dire mais si, parce que moi-même, j'en sais rien rationnellement. Je sais juste que c'est comme ça, quoi. Donc c'est compliqué. Et on sait que tu arrives toujours dans les montages
à ressortir le meilleur de tout et à rendre le tout cohérent. C'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, là, s'il y a des producteurs qui nous écoutent ou s'il y a des gens, des mécènes qui veulent un peu aider tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est cohérent, je te relayerai ça, Anthony, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Ouais, En tout cas, n'hésitez pas au moins à utiliser la case don qui est sous les vidéos dans un certain temps. Ouais, non, en sachant qu'on fait pas ni Xavier ni moi, on relaie jamais sur nos pages ou sur la page de Tistria, on fait jamais d'appel aux dons officiel en fait. C'est-à-dire qu'il y a des boutons dons qui existent, mais on dit jamais genre Tistria, on compte sur vous, machin, ce genre de truc. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu de quémander quelque chose, quoi. Et ça se fait pas à ce niveau-là, je pense, quoi. Là, on rejoint les sujets qu'on traite, justement, ou que tu peux traiter, quoi. C'est que ça se fait pas à ce niveau-là, les déblocages, que ce soit sur l'argent ou sur autre chose. Ça se fait au niveau individuel, en fait. Et après. Très belle humilité, mais il n'est pas question que ça s'arrête là. Donc maintenant, je sais, Anthony, que tu es en train d'acheter du top matos, d'un matériel encore plus compétitif, que tu as commencé, vous l'avez vu sans doute, les amis, dans les reportages. Mais Anthony, là, il a parfois des scènes en vol. Les scènes en vol, c'est lui qui les prend avec des drones. Et c'est juste magnifique. Mais il va falloir changer, d'ailleurs, le drone. Il a volé pendant 1 an et demi super bien, mais quand c'est un drone, on a envie de le faire aller dans des endroits divers et variés, genre au-dessus d'un lac, au-dessus des forêts, au-dessus des montagnes, au-dessus des villes, quand on n'a pas le droit, mais bon, tant pis. Et là, en fait, il s'était pris un arbre il y a 2 mois, donc il est resté coincé à 4 mètres de haut pendant 2-3 heures. J'ai fait plein de trucs pour essayer d'aller le chercher, et quand il est tombé, en fait, j'ai dû changer la cam. J'ai changé la caméra, mais maintenant il tremble un peu en fait. On voit sur certains plans des dernières vidéos, il y a des tremblements, donc j'essaie de le masquer. Mais il va arriver en fin de vie, donc ça va falloir que je le change. Ce qui est bien au niveau du matériel vidéo, c'est qu'en fait ça augmente très très vite d'année en année, quoi. Moi je vois depuis une dizaine d'années, c'est des révolutions chaque année dans le prix baisse et la qualité augmente. Donc ce qui fait que là, le prochain que je vais pouvoir prendre, ça va être des drones qui sont utilisés par des pubs, comme BMW, tout ça, ou par des séries télé, quoi, comme chez Netflix, tout ça, ils utilisent le drone que je vais prendre. Donc j'aurai la qualité de ces trucs. Donc en fait, là, ça devient intéressant, quoi. Parce que ça a toujours été l'objectif, c'est de faire des qualités vraiment pro. Est-ce que tu as l'intention de te tourner vers des, je dirais, pas des biopics, c'est pas le bon terme, mais des reportages un peu mixés entre des interviews et des acteurs? Tu as cette intention ou pas? Oui, bien sûr. Alors la forme, je sais pas trop, mais ça monter en gamme en tout cas au niveau de la qualité et du type de. On est sur on est sur ce qu'on appelle du docu-reportage, donc vraiment. Voilà, des trucs sur place. Un peu d'interview mélangé en même temps. Voilà. Après, ça demande plus de budget. Ça, c'est ce que font par exemple la révélation des pyramides, la suite. Ils font une suite là. Les budgets sont beaucoup plus élevés, quoi. Les budgets, si j'osais, pour les pyramides sont assez pharaoniques. Voilà. Bon. Non, c'est des gros budgets parce qu'il faut aller à l'étranger, il faut prendre des billets d'avion, il faut se retrouver à se balader dans des lieux avec une équipe, avec des matériels de tournage plus sophistiqués. Donc là, au niveau du temps aussi de tournage, il est plus long. Donc mais en tout cas, c'est vers ça que moi, en tout cas, c'est vers ça que je veux me tourner. Ouais. C'est vers des projets plus construits. Eh ben, j'espère qu'on va tous pouvoir t'aider. En attendant, allez, dans ton actualité, en ce moment, on a vu une bande-annonce de quelque chose qui s'appelle Renaissance. Tu veux nous en parler un peu plus de Renaissance? Oui, alors oui, je suis en plein dedans. C'est une bande-annonce d'un sujet qui va parler de renaissance, si j'ose dire, de conditionnements familiaux, de comment se débloquer de ses peurs. Et ces peurs, d'où elles viennent, souvent, elles viennent de conditionnements qu'on a eu tout petit à l'enfance. Comment se libérer de tout ça, comment se décharger des projections qu'on a fait sur nous, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, comment se reconnecter à qui on est, etc., etc. Alors là, c'est un peu des mots un peu creux. On en parle comme ça. Je pense qu'en regardant la bande-annonce qui est dispo, c'est pour ça aussi que je fais une bande-annonce, c'est parce qu'on peut mieux visualiser un peu le type de discours qu'il va y avoir. Donc ça va être quelque chose d'assez profond. J'essaie de faire quelque chose d'assez profond. J'avais beaucoup lu Le Courant Miracle ces derniers temps, justement. Un livre, je ne sais pas si les gens connaissent, mais... il commence à connaître avec Sylvain et d'autres personnes. Sylvain Duboulet, pas moi. Moi aussi, les deux Sylvain, oui, vous connaissez assez le Courant Miracle. Donc des sujets un peu comme ça, ouais.
qui sont beaucoup plus grand public aussi, parce que je vois que ces sujets, ils marquent beaucoup plus de gens en nombre, comme la puissance de l'intention, que les sujets sur des expériences de mort imminente, tout ça. Les expériences de mort imminente, effectivement, tu nous l'as montré sous un angle différent et c'est intéressant. C'est un sujet qui est assez de routine, j'allais dire, mais qui effectivement est un petit peu, mais ça a été la base de ton histoire, mais c'est un petit peu à la base de la découverte de ce qui se passe au-delà de la conscience et de s'apercevoir de quelque chose qui a tourné autour de ce qu'on peut appeler de la loi d'attraction, mais du fait que notre vie, elle est dirigée, par nos croyances, donc c'est ce que tu as commencé à faire avec Renaissance, le travail des peurs, etc., où on s'aperçoit que finalement, nos croyances nous bloquent plus que la réalité parfois, et puis on peut s'apercevoir que certaines personnes ont créé leur propre réalité en dépassant justement ce jeu de peur, ce jeu de croyances, en dépassant le corps, on a obtenu des guérisons fabuleuses dans un tas d'énergie, et je pense que, tu vas tout droit vers ça, je sais pas ce que tu en penses, mais tout est lié là-dedans. C'est c'est la question, la réponse à qui on est en fait, quoi. Sur qui nous sommes. Si on survit, si quelque chose survit à la mort physique, donc on est qui, quoi. On n'est pas juste le corps, donc on est quoi. Il y a plein de questions qui se posent quand on commence à tirer sur la pelote de laine comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait au début avec ces sujets justement, quoi. C'est que j'ai commencé à découvrir un truc. Des gens qui nous disaient, voilà, je suis sorti, j'étais en mort clinique, je me suis vu au-dessus de mon corps, j'ai vu 10 km plus loin que mes parents disaient ça s'est tout vérifié après qu'on a demandé, j'ai déjà entendu les pensées, j'ai vu des gens décédés. Une infinité de détails qu'on retrouve aux États-Unis quand j'y vais, qu'on retrouve partout dans le monde, qu'on retrouve à toutes les époques, qui sont sourcés, où là, en travail journalistique, on peut croiser les sources et se dire, attendez, il y a quelque chose, c'est pas juste une hallucination, puisqu'ils ont été capables de faire une projection, de voir ce qu'il y avait à 10 km, comment ils ont fait, quoi. Alors qu'ils étaient morts cliniquement. On va dire oui, mais ils n'étaient pas morts parce qu'ils sont revenus. Si, ils étaient morts cliniquement. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Mais là, vraiment, on entre, moi je le vois bien avec mon entourage ou des gens, là, on entre dans des sujets où il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ce que dit Jean-Jacques Charbonnier. C'est-à-dire que les gens, même si c'est intelligible, qu'il y a une piste qui est claire au niveau intellectuel, les gens, hop, ils ne veulent pas en parler, ils reculent. Ils disent non, ça c'est bizarre. Et là, il y a tout le rôle des croyances, des conditionnements depuis tout petit, où on nous a dit, on est comme ça, point final, quoi. Tu as fait pas mal de philo, tu m'as dit au début dans tes études, ça t'a peut-être rappelé un petit peu Platon et la grotte. Voilà, exactement. De Platon, on parle effectivement d'une sortie hors du corps, où on s'est posé, il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dessus. Une question qu'on te pose peut-être jamais, Anthony, c'est comment tu vois le futur de l'humanité, toi, par rapport à tout ce que tu as pu voir et entendre? C'est une question assez vaste. Moi, je le vois de manière assez... Je pense qu'il va y avoir des trucs un peu chaotiques dans les prochaines années ou les prochaines décennies, mais qu'il n'y a rien qui est joué, rien n'est écrit, donc ça peut être plus ou moins difficile à passer, ça peut être plus ou moins doux, selon nos choix collectifs, mais qu'au final, c'est assez positif, quoi. Je pense que vraiment qu'il y a des prises de conscience, je pense vraiment qu'on va dans une bonne direction. D'accord. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de où on en est, nous, au niveau individuel. En fait, comment on voit le monde, c'est qui on est. C'est-à-dire, si vous voulez demander si vous voulez savoir les croyances profondes et les conditionnements de quelqu'un, vous ne lui demandez pas des questions sur lui, parce que c'est difficile de savoir qui nous sommes. Vous lui demandez des questions sur le monde, genre comment tu vois le monde, comment tu vois le travail, comment tu vois l'argent, comment tu vois la femme, l'homme, le truc, le machin. Et tout ce qu'il va vous dire, en fait, sur le monde, comment il le voit, c'est lui, en fait. Donc là, pour ta question sur l'avenir de l'humanité, c'est pareil. Comment on voit l'avenir de l'humanité, en fait, on voit notre projection, en fait, sur l'humanité, en fait. Et là, tu vois tout en noir, genre tout va s'effondrer, oui, bon, faut peut-être remettre en question certains trucs sur toi, quoi, tu vois, c'est ce que j'ai envie de dire parfois, quoi, genre. À force d'avoir interviewé tout un tas de gens comme ça, avec, j'allais dire, des dons, pouvoirs, capacités, etc., est-ce que ça a réveillé quelque chose chez toi, une capacité, ne serait-ce que de faire un peu plus confiance à ton intuition, ou reconnaître des personnages en toi, je sais pas. Voilà, ouais, c'est surtout sur l'intuition. Je l'avais déjà avant. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ces sujets, je me rends compte, en fait, c'est que je reviens à qui j'étais quand j'étais plus petit, en fait. C'est tout. J'ai toujours, en fait, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui avait fait de l'économie de la finance et qui s'est retrouvé dans ces sujets un peu bizarrement. Et en fait, je me rends compte que c'est l'inverse. J'étais comme ça,
j'ai été dévié vers des trucs de finance et d'économie, et je reviens vers ça, en fait, quoi, comme une branche qu'on lâche et qui revient à son état, quoi. Et donc, j'ai un peu oublié la question. Non, mais c'était justement, non, mais c'était par rapport aux gens que tu as rencontrés, Voilà. au fait que ça a réveillé quelque chose. Voilà, et tu c'est dis ça. que ça a réveillé ce que tu étais déjà, donc quelque part, L'intuition, ouais. J'étais déjà tous comme les ça. enfants sont plutôt, tous les enfants sont plutôt intuitifs et communicatifs. Tu sais que parfois, ce qu'on appelle le personnage invisible, et que parfois l'éducation, elle vient brider des choses qui sont naturelles. C'est ça. Alors moi, j'ai pas eu tout ce qui est au niveau conscient, hein, médiumnité, expérience de mort imminente, tout ça, je l'ai pas vécu. Ni rencontre de quoi que ce soit, d'être de la nature, tout ça. Par contre, tout ce qui est intuition, j'avais une forte intuition avant, je l'avais un peu perdue et je l'ai retrouvée un peu. Et des idées assez profondes sur la nature de qui on est, sur la nature de l'univers, en fait. Que je savais déjà quand j'étais ado. Je le savais, quoi. Après, j'ai appris d'autres trucs pendant mes études, je l'ai oublié, mais maintenant, je le redécouvre dans les livres, en fait, et chez les intervenants. Et à chaque fois, je me dis, mais ça, je le savais. Du coup, je me dis, c'est un peu frustrant. Je me dis, mais du coup, j'ai perdu un peu de temps, en fait, quoi. Parce que il y a des trucs que je savais déjà, je l'ai oublié, j'ai fait des études, et maintenant, je le redécouvre. Je me suis dit, j'aurais mieux fait de me faire confiance tout de suite, j'aurais gagné 10 ans, quoi. Mais Pas forcément, parce que peut-être que tout ce que tu as emmagasiné, justement, t'amène dans l'inconscient à choisir les intervenants qui vont réveiller à nouveau ça chez toi. Et je pense que ouais, je pense. quand on a quelque chose à l'intérieur, à un moment, ça doit sortir par un moyen ou par un autre. Et chez beaucoup de personnes, c'est par des rencontres. À mon avis, vu que je parle de moi-même, j'ai du mal à avoir du recul sur ce que je vis, mais je pense que c'est ça. Je pense que j'interviewe des gens, en fait, pour me découvrir moi, en fait. C'est-à-dire que La chance qu'on a, c'est que tu nous fais partager ces rencontres. voilà, c'est ça. En fait, dans le fond, c'est un peu pas égoïste, mais c'est un peu dans le fond, je fais un peu tout ça. En fait, je ne parle que de moi et je ne parle que pour moi et que de moi, en fait, dans mes sujets. Mais sans m'en rendre compte, je me rends compte une fois que c'est fini. Par exemple, les sujets, tous les gros sujets que j'ai faits, je m'en suis rendu compte après en les regardant dans des projections et tout, en me disant avec le recul, je me dis, c'est mon histoire, en fait, que je raconte. Et je m'en rends pas compte sur le coup, quoi. Ce qui est très drôle, Anthony, parce que finalement, tu es la seule personne qu'on voit jamais. Oui. Bah, ça, c'était un choix dès le début, hein. Même pour Xavier, hein, ni lui ni moi, on s'est jamais empêché de se dire l'un n'a jamais dit à l'autre, non, on se montre pas, quoi. Mais on a toujours été dans ce truc de. C'était même pas une question, ça nous est jamais venu à l'esprit de nous montrer, on n'avait pas envie, quoi. Et t'as un angle assez impressionnant, et sans dévoiler tous les secrets de tes montages, t'as quand même un petit angle qui est assez impressionnant, c'est que tu peux poser une question en live, on y répond, et dans leur reportage, on trouve une autre question qui amène à la même réponse, encore, mais de manière beaucoup plus profonde. Bah, tu arrives à donner une profondeur à une réponse qui n'était pas forcément, j'allais dire, la question. Oui. Mais un bon montage doit être transparent, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se rendre compte qu'il y a un montage. Mais c'est comme ça dans toutes les matières, hein. Un bon pianiste, on ne se rend pas compte que c'est difficile de jouer au piano quand on le voit. Un bon surfeur, on ne se rend pas compte que c'est difficile de surfer quand on le voit être tranquille sur les vagues. Ben, c'est pareil pour le montage, c'est fluide quand on regarde, c'est tranquille. Mais effectivement, tout est remis dans l'ordre. C'est-à-dire que par exemple, pour tes interviews là qu'on avait faites, je me rappelle, je t'ai posé des questions, j'avais même pas l'angle d'ailleurs du sujet. C'était en live. C'était des questions qui avaient pas grand-chose à voir avec le sujet final. Et en final, en fait, je me suis rendu compte au montage, en remettant tout dans un autre ordre, en coupant, en machinant, qu'en fait, il y avait un angle super précis et tout. Et hop, avec le titre et tout, quand on regarde, on a l'impression que c'était ça le thème, quoi, au tournage. En fait, c'était pas ça. Et les questions, effectivement, je te pose des questions que je reformule au montage. C'est-à-dire, je me dis, je vais mettre la question écrite la mieux pour que les gens suivent le fil, en fait. Je sais pas si tu vois le truc. Ouais, on voit. En fait, la construction par derrière, il faudrait que je fasse des impressions d'écran du montage, en fait, comme il est. On va voir que tout est coupé, tout est réassemblé. Simplement, avec les illustrations, les trucs, les musiques, on se rend compte de rien, en fait, et c'est fluide. Et sans jamais déformer aussi la parole de l'intervenant, et ça, c'est bien, parce que ça peut arriver parfois. Bah, c'est ce qui se passe tout le temps à la télé, en fait, avec les reportages télé, surtout pour ces sujets, quoi. Le montage, on peut tout refaire, on peut ridiculiser quelqu'un facilement, on peut le mettre en valeur facilement, on peut tout faire. Mais moi, effectivement, dans le montage, je fais en sorte que ce qui reste à la fin de ce qu'on perçoit avec le public, c'est les vraies paroles et ce qu'a vraiment voulu dire l'intervenant lui-même, quoi.
J'ai jamais eu d'intervenant qui a dit non mais ça j'ai pas voulu dire ça, on le comprend mal, on le comprend encore mieux qu'au tournage en fait. Dans ce sens-là. C'est ça qui est impressionnant et c'est ça qui fait toute ta qualité. C'est ça qui fait beaucoup de temps aussi de montage parce que ça me prend un temps fou et en fait le temps s'allonge au fur et à mesure des reportages en fait. Parce que je mets de plus en plus d'exigences dans le truc, donc en fait c'est de plus en plus long. Et ça fatigue quoi. Au bout d'un moment d'entendre l'intervenant pendant une semaine parler. À la fin, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, quoi. Je veux le diffuser, j'en peux plus de ce truc, quoi. Non, mais après, à la fin, tu deviens un bon imitateur. Tu finis par connaître les mimiques du mec en face, c'est cool. Si on voit l'avenir de Tistria, tu viens de l'évoquer, avec un peu d'aide extérieure et je pense que le message est entendu, tu te lancerais dans des choses un peu plus différentes que les interviews, tu irais où? Allez, imagine, je suis le Père Noël, je t'offre 2 millions. Tu fais quoi? Ah oui, il y aurait des gens qui seraient vraiment dédiés pour tout ce qui est composition de musique, vraiment à un gros niveau, faire vraiment des trucs vraiment envoûtants. Prendre des gens aussi pour tourner des images, parfois j'ai pas le temps de tourner, que ce soit dans des pays étrangers, des gens vraiment bons qui font vraiment des trucs super bien. Au tournage, avoir plus de moyens, c'est-à-dire avoir une caméra qui est un peu sur des rails pour avoir des trucs un peu plus machinés, des choses sur place. Par exemple, je prends l'exemple en tête d'un guérisseur, avoir un guérisseur, pas juste l'interviewer, mais voir en séance comment ça se passe, mais vraiment bien filmer, pas juste faire un plan ou deux, quoi. Voilà, plein de choses comme ça. Et à l'avenir, ça sera plus trop des interviews solo, mais ça sera plutôt un peu comme la Renaissance ou la puissance de l'intention, des sujets montés avec plusieurs intervenants où il y a un fil, où il y a un truc, quoi. Je pense qu'il y a ça touche plus les gens et il y a plus d'intensité en fait. Ouais, et puis peut-être qu'effectivement, un des intervenants permet de comprendre ce que dit l'autre et de décrocher un petit peu. Décrocher et raccrocher les wagons, comme je dis toujours, c'est intéressant. Est-ce que j'ai bien compris? Ah oui, a priori, c'est voilà, c'est ça, ouais. Ça se complète. Mais le truc, c'est que pourquoi j'en fais pas plus, c'est que ça prend énormément de temps, quoi. Par exemple, là, Renaissance, il y a 7 interviews, il y a 7 déplacements, il y a 7 trucs, il y a 7 préparations d'interviews, et après, je me retrouve avec des montages qui font 10 heures. Parce qu'il faut 1 heure, 1h30 par intervenant, et à peu près, pour 7 intervenants, ça fait 10 heures d'interview à la suite qu'il faut trier et mettre dans l'ordre. Et couper. Donc, je coupe 90%, je garde 1 heure, quoi. Donc, ça fait un travail de fou, quoi, au niveau du montage. C'est du good job. En tout cas, on te remercie. Évidemment, vous trouverez là, en dessous de la vidéo, le lien qui va bien pour aider Anthony, si vous pouvez. Ouais, mais ça, il faut... Enfin, moi, on ne fait pas de trucs... Non, mais tu le fais pas si tu veux, mais je vais mettre je vais essayer de mettre un truc quand même. Ouais, non, mais les gens, en tout cas, moi, je remercie vraiment les gens qui ont, parce qu'il y a quand même des gens qui font des dons, il faut quand même les remercier, et moi, je les remercie vraiment parce que, et les gens souvent ne se rendent pas compte. On envoie des mails de remerciements après, et les gens se disent, ah bon, je savais pas que machin. Il y a des gens qui pensent, comme tu as dit au début, que moi, on a déjà dit que c'est une boîte de prod installée. Ah, c'est pour ça que moi, je voulais pas faire de don. Une fois, quelqu'un m'a dit, moi, je voulais pas faire de don parce que vu que je pensais que vous étiez déjà une grosse structure rentable, j'ai pas envie de faire des dons. C'est sympa, mais non, il n'y a pas une grosse structure. Le problème, c'est que tu produis des reportages professionnels. J'allais presque dire en amateur, mais c'est en professionnel. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune structure à côté, effectivement. Tu touches pas de don de l'État, tu touches pas le don d'un producteur, tes reportages ne passent pas à la télé, donc effectivement, c'est une autoprod. Ouais, mais les gens aiment bien. Les gens aiment bien. S'il n'y avait pas eu autant d'audience, j'en aurais moins fait, je pense, parce que juste par passion, j'aurais pas pu le faire, en fait. J'aurais fait en étant passionné, mais j'aurais pas pu en faire autant. Mais en touchant un peu des dons comme ça, des trucs, j'ai pu en faire plus. Mais c'est pas. Je pense qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'on va améliorer, quoi. Mais ça s'améliore tout le temps. De toute façon, depuis le début, on a toujours. En tout cas, moi je tiens au nom de tous ces téléspectateurs, allez, je vais être sympa, au nom des 2,4 millions qui ont regardé tes reportages, 2,4 millions à te remercier de ce travail. On te rejoint effectivement sur la chaîne Tistria. Pour ceux qui veulent te voir en vrai, on fait un événement ensemble. À Toulouse. Pour ceux qui veulent vraiment, venez voir Anthony, il est impressionnant physiquement. N'importe quoi. On voit pas trop. Il est quand même assez impressionnant, jeune homme. Et effectivement, on est en train de bâtir une légende un peu.
Une légende, Hulk, boum, c'est Non, impressionnant. non, non, mais moi, ça me fait plaisir dans les événements. On avait fait déjà à Toulouse avec toi et d'autres intervenants l'année dernière. Et moi, j'aime bien, personnellement, rencontrer les gens parce que le côté YouTube, il est très bien pour toucher beaucoup de monde, mais paradoxalement, on ne voit pas les Et gens. voir en vrai, Voilà, ouais, voir en vrai, voir que ça se diversifie aussi, que les publics, il y a de plus en plus de gens qui viennent de tous les horizons. exact, ça Et c'est ça, intéressant. ça a toujours été mon objectif, moi, de toucher le grand public. On voit des gens de tous les âges, de toutes les origines et tout, qui viennent et qui, on voit vraiment dans leurs yeux, qui sont contents quoi, de suivre ça. Et donc, c'est vraiment impressionnant. C'est Et top. puis, moi, remercier aussi toi, te remercier toi pour l'émission. Et puis, tous les intervenants, même, j'en profite, je fais en groupe parce que les intervenants aussi, faut comprendre que c'est pas facile forcément de se montrer. De passer à la caméra, quoi, surtout pour ces sujets, surtout en France. Donc, c'est bien que les intervenants comme toi, ils ont le courage de le faire. Quoi. Parce que je vois même pour moi, par exemple, me montrer, ça, j'ai pas trop envie. Quoi. Donc, je me dis que c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent le faire. Quoi. Ah, Puis c'est vrai, parce que avec toi, tu nous simplifies un peu la vie et t'inquiète pas, on n'a pas peur des coups tordus et tu arrives à mettre facilement les gens en confiance. Bah oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même de mes potes qui ont fait des reportages comme ça, qui se sont retrouvés cassés en deux par un reportage télé qui les a montés à l'envers et qui lui ont fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Enfin bref, c'était quand même, c'est quand même un petit peu compliqué et on arrive à avoir confiance avec toi, ça c'est cool. et les autres aussi, les autres médias, parce que j'ai quasiment aucune relation avec tous les autres médias qui traitent de ces sujets. Je ne vais pas tous les Ouais. citer parce que je vais en oublier. Non, il y en a Mais plein. voilà. Ils vont t'en vouloir de ne pas les avoir cités. Non, non, mais je l'ai aussi, c'est bien qu'ils puissent exister parce que je trouve qu'on n'est pas assez en fait à faire ça. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens en France. Moi, on reçoit des mails de plus en plus tous les jours de gens qui veulent être interviewés, de gens qui. Et c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir faire tout le monde en fait parce que ils écrivent des livres, ils se mettent en avant, ils ont plein de trucs à raconter super intéressants. Et moi, souvent, on se dit, bon, on n'a pas assez de temps quoi, pour tout faire, donc il faudrait qu'il y ait plus de gens qui fassent ça aussi. Quoi. Voilà. Et, et effectivement, nous sommes dans une ère de développement personnel où c'est fini, les gens ne croient plus forcément en la politique pour les sortir de leur marasme, Oui, et où oui. on s'aperçoit que finalement, le travail personnel, c'est-à-dire le travail sur soi, c'est aussi le travail sur le monde, et qu'il y a une espèce d'écologie intérieure qui est en train de se mettre en route. Donc effectivement, une Voilà. forte demande de visualisation. Ouais. Et voilà, avec la politique, parce que j'ai souvent cette critique qui vient, genre, oui, bon, c'est bien de se changer personnellement, tout ça, mais bon, le monde, il faut quand même changer la politique, changer tout ça, la finance. Moi, ça me fait toujours rire parce que c'est ce que je faisais avant Tistria, en fait, un média là-dessus, sur la politique, la finance et l'économie. Et franchement, pour être allé vraiment de très près dans ces milieux-là sur Paris, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et les politiciens, pour la plupart, sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils suivent, c'est comme la pub en fait, ils suivent les tendances. Vous voyez, si les gens ils veulent manger de la viande, on leur propose de la viande. Si les gens ils veulent un truc sur telle peur, on leur propose ça. Il peut y avoir des manipulations, mais au final, si les gens veulent changer les choses, en fait, ils doivent partir par eux-mêmes. En fait, ils doivent commencer par eux-mêmes parce que la politique est que le miroir en fait du français moyen, quoi, par exemple, en France. Absolument, Voilà. j'aime ça peut-être à peu près de la même manière en disant que vous avez deux pouvoirs en France. Il y en a un qui s'appelle le bulletin de vote et vous en avez un deuxième qui s'appelle un caddie, parce que tout ce que vous allez mettre dans le caddie, c'est de la politique. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça commence par nous. Et donc il faut reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes, en fait, tout simplement, et pas se laisser guider par des peurs de l'inconscient collectif, des trucs comme ça qui sont présents. Mais à la fin, on est toujours responsable. Quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on peut jamais dire que c'est de la faute de manipulation ou de politique, parce qu'à la fin, on est responsable du truc. Quoi. Super. Donc c'est un peu Écoute, la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps. Quoi. C'est qu'on est responsable. je voudrais encore te remercier pour cette interview. Les gens peuvent te voir. Je vais te laisser les mots de la fin, mais je vais dire que les gens peuvent te voir sur la chaîne YouTube. Vous dites comme vous voulez Tistria, hein, T-I-S, pardon, T-R-Y-A, mais tu es déjà bien connu. Hein. Là, je parle à des gens qui te connaissent déjà. Si vous voulez nous voir en vrai, ouais, effectivement, on fait une conférence avec Christian Talchaler, Johan Razamae, Gwen Clapp, toi et moi, le 25 et 26, non, c'est le 26 et 27 août à Toulouse. Vous trouverez des renseignements sur des sites respectifs. Et puis, Tistria va continuer grâce à nous, grâce à vous et grâce à toi, à qui je laisse le dernier mot.
Voilà, bah, le mot de la fin, effectivement, je serais content de voir les gens à Toulouse parce qu'on fait, enfin, moi personnellement, je fais pas beaucoup d'événements comme ça. Donc, être avec les autres intervenants comme ça, c'est vraiment sympa comme concept. Et ensuite, remercier les gens qui m'écrivent, qui peuvent nous écrire pardon, tous les jours de plus en plus, en sachant que c'est un peu frustrant, comme j'ai dit, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce qu'en ce moment, moi, je réponds beaucoup, non, désolé, c'est super intéressant, mais en ce moment, on n'a juste pas le temps. Et j'aimerais pas que les gens le prennent mal, en fait, qui que ce soit, en fait, parce que c'est juste que vraiment, on n'a pas le temps, en fait, de tout faire. Mais qu'il y a vraiment, si je pouvais, il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire. Et c'est pas une question que financière, hein, c'est aussi une question de temps, tout simplement. C'est une question de temps, hein, c'est pas qu'une question de moyens. Voilà. Mais je les Merci à remercie en toi. tout cas tous ces gens qui suivent, quoi, parce que c'est vraiment impressionnant de comprendre, c'est le mot de la fin, que il y a encore quelques années, 2, 3 ans, j'étais un peu tout seul avec Xavier, on se voyait, on faisait nos trucs tout seul dans notre coin. On avait une chaîne YouTube, il n'y avait personne. Et de voir qu'en quelques années, le truc il grossit et que d'un coup, il y a plein de gens en fait qui répondent au truc, quoi. Et c'est toujours un côté un peu, pas surnaturel, mais un côté un peu magique de voir que le truc a pris, quoi. Qu'il est partagé et que ça a été reçu, quoi. Ce qui est demandé est reçu. Notamment par un travail de qualité. Voilà. Merci à toi. Ben, merci pour l'interview, en tout cas, et à À bientôt, bientôt. alors.